Bonjour et bienvenue sur Algomius. On a coutume de mêler souvent les statistiques et les probabilités, et ça c'est pour une raison très simple en fait, c'est que tout simplement les statistiques, on peut les faire de façon empirique, c'est-à-dire qu'on a fait des expériences, et où on a fait une enquête, et on a rassemblé des informations. Et si on arrive à montrer que les informations qu'on a rassemblées, on arrive à les rapprocher d'une loi probabiliste, une loi normale, une loi binomiale, une loi de Poisson, et ainsi de suite, en fait, on pourra utiliser les propriétés de cette loi à l'échantillon que nous sommes en train d'analyser. Et ça va nous amener des outils supplémentaires pour pouvoir analyser les informations qui sont dans l'échantillon sur lequel nous sommes en train de travailler. Donc la notion de probabilité, finalement, elle est très proche de la notion de statistique, et c'est un outil sur lequel on va s'appuyer aussi quand on va essayer de trouver des informations pertinentes à partir de nos échantillons statistiques. Cette vidéo va donc prendre le parti de recommencer des probabilités à zéro, de repartir vraiment de la base et d'expliquer ce qu'on entend par probabilité pour pouvoir aller un peu plus loin dans les statistiques et utiliser les lois de probabilité pour nos échantillons statistiques. Donc les probabilités, qu'est-ce que c'est? Alors on dit que le résultat d'une expérience aléatoire est appelé un événement. Alors le résultat d'une expérience aléatoire, ça peut être je jette une pièce en l'air et j'essaie de déterminer si elle va tomber sur pile ou face. Comme je ne suis pas sûr de la face sur laquelle elle va tomber, j'appelle ça un élément aléatoire. Si je jette un dé, par exemple, un dé 6, pareil, je ne peux pas dire à l'avance sur quelle face le dé va s'arrêter, sauf si le dé est truqué, évidemment. Je lance mon dé, et j'obtiens une des faces visibles, et j'ai la valeur dans mon dé. Donc c'est une expérience aléatoire, et donc quand je jette le dé, on appelle ça un événement. Donc la probabilité, qu'est-ce que c'est? C'est la quantification de la chance qu'un événement a de se réaliser. Il est donc nécessaire de recenser tous les résultats possibles que l'on va appeler l'univers. Donc, je lance un dé, je sais que j'ai 6 possibilités, soit il s'arrête sur le 1, soit il s'arrête sur le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, et je vais essayer de quantifier la chance que j'ai de tomber sur chacune de ces faces. Alors je sais qu'un dé 6 qui n'est pas truqué, en fait, on a autant de chances de tomber sur n'importe quelle face. Et donc, lorsque je lance un dé 6, l'univers comporte 6 possibilités, de 1 à 6, donc on note l'univers oméga. Et comme mon dé est équilibré, parce que je ne suis pas un tricheur, alors chacun des résultats a la même probabilité de se produire. Les issues sont donc équiprobables. Et donc, quand je construis finalement ma probabilité, eh bien, quelle est la probabilité? Je sais que j'ai un univers qui est composé de 6 possibilités qui sont équiprobables, et donc on dit communément la probabilité que j'ai de tomber sur un 1, eh bien c'est une chance sur 6. Puisque j'ai autant de chances de tomber sur un 1 que sur un 2, que sur un 3, que sur un 4, que sur un 5, que sur un 6, j'ai en fait une chance sur 6, ce qui est égal à 1 sixième. Et c'est exactement la même probabilité que j'aurais eu pour 2, 3, 4, 5 et 6. 4, 5 et 6. On s'aperçoit aussi que la somme des probabilités, ici, vous voyez que j'ai la probabilité de 1 à 6, qui chacun est de 1 sixième, et si j'additionne toutes les probabilités, eh bien je retrouve le nombre 1. J'ai 1 sur 6, plus 1 sur 6, plus 1 sur 6, plus 1 sur 6, ça fait 6 fois 1 sur 6, ce qui donne de nouveau 1. Donc 1 est de nouveau la somme des probabilités. Donc ça, c'est quelques propriétés qu'on peut mettre en lumière au niveau des probabilités, et qui vont nous servir pour, vous allez le voir encore, avoir d'autres propriétés, d'autres informations qui vont nous aider quand on va faire des statistiques. Alors, sur la notion de probabilité, il est également possible de représenter les probabilités sous forme d'arbre, qu'on appelle loi de probabilité. Là, je jette un dé, j'ai ma première expérience, j'ai ce que je peux attendre comme résultat, je peux tomber sur un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, et j'ai une probabilité associée de tomber sur ces valeurs de 1 sur 6. Donc ce genre d'exemple respecte la loi des grands nombres. Là. Les fréquences obtenues d'un événement E se rapprochent d'une valeur théorique lorsque le nombre d'expériences augmente. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien tout simplement, si jamais je venais à lancer 6 fois le dé de suite. Donc c'est ce que je vais faire ici, et je vais noter les chiffres obtenus. Donc j'ai obtenu un 6, donc j'espère que vous me faites confiance, j'ai obtenu un 1, j'ai obtenu un 5,
j'ai obtenu un 6, j'ai obtenu un 4, et j'ai obtenu encore une fois un 6. Et donc, là j'ai lancé 6 fois mon dé, et si je faisais maintenant la probabilité ici que j'ai eu un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 et un 6, on verrait que 1, je l'ai eu une fois sur 6, 2, eh bien je l'ai eu 0 fois, 3, je l'ai eu 0, 4, je l'ai eu une fois sur 6, 5, je l'ai eu une fois sur 6, et 6, je l'ai eu 3 fois sur 6, donc la moitié du temps. Encore une fois, on peut vérifier que si je cumule les probabilités, je vais de nouveau avoir 1 sur 6, plus 1 sur 6, plus 1 sur 6, plus 3 sur 6. Ça me fait de nouveau 6 sur 6. Et vous voyez que mon expérience empirique, donc fait d'expérience, je ne suis pas arrivé aux probabilités qui étaient annoncées. Normalement, j'aurais dû avoir un sixième pour chacune des valeurs. Et bien en fait, je ne vais pas avoir la probabilité théorique quand je vais faire un petit nombre de lancers de dés. Par contre, si jamais j'avais fait répéter cette opération 1000, 1 million ou 4 milliards de fois, et bien là, en fait, les données empiriques se seraient rapprochées des données théoriques, et j'aurais eu, à peu de choses près, une répartition de 1 sixième par chacun des cas. Donc en fait, on peut pas, c'est pas parce qu'il y a une loi théorique qui est derrière le lancer de dés que tous les essais que l'on va faire vont obligatoirement arriver sur les mêmes probabilités. On dit par exemple que quand on lance une pièce en l'air, on a une chance sur deux qu'elle arrive sur pile, une chance sur deux qu'elle arrive sur face. Vous pouvez très bien lancer une pièce 3 fois en l'air et elle tombe 3 fois sur pile. Ce qui va à l'encontre des probabilités théoriques. Mais encore une fois, si jamais vous lancez votre pièce 1 million de fois ou 1 milliard de fois, vous allez voir en fait que les probabilités petit à petit vont s'équilibrer et vous allez retomber sur les probabilités théoriques. Donc ça, c'est ce que nous dit la loi des grands nombres. Quand on répète l'expérience un grand nombre de fois, on se rapproche de plus en plus des valeurs théoriques. Et même si le jet est dû au hasard, en fait, le hasard répété sur des grands nombres de fois, en fait, va se rapprocher des valeurs théoriques. Donc on va faire quelques rappels sur les notions de probabilité. Donc on va partir sur des exemples très simples encore, où on va essayer de déterminer la probabilité de chacun de ces événements. Donc quand on est sur un dé de 6, ou quand on est sur une pièce avec un pile ou face, la probabilité de chacun de ces événements est facilement observable et on arrive à en déduire la probabilité. Mais ce qu'on essaye de mettre en place aussi, ce sont des règles qui vont nous permettre de calculer des probabilités qui ne sont pas forcément observables. Parce que le cas est plus complexe, parce qu'il y a beaucoup plus de possibilités, l'univers est beaucoup plus large et on ne peut pas forcément représenter tous les univers sous forme d'arbre. Si vous avez un événement par exemple qui a 36 000 résultats possibles, vous ne pouvez pas tracer l'arbre. Donc il va falloir se baser sur des règles mathématiques quand même pour pouvoir en déduire quelque chose. Donc si on devait calculer la probabilité de jeter un dé et d'obtenir un 6, par exemple, nous pourrions partir du fait que nous voulons un événement précis parmi les 6 événements de l'univers. Et donc un sixième qui est la probabilité d'avoir un 6, si on le calcule, 1 divisé par 6, ça fait 0,1666667, ou alors si on voulait le mettre en pourcentage, on aurait 16,7%. Et là, on se rendrait compte aussi que 16,7% x 6, on retomberait sur les 100%. Donc un dé, quand vous le jetez, il a 100% de chance de donner un nombre entre 1 et 6. Donc ça, c'est plutôt logique. Donc, la probabilité pour obtenir un 5 est la même si toujours le dé n'est pas truqué. On pourrait avoir un dé qui a des densités différentes et qui ferait en sorte que la face 1 soit beaucoup plus lourde et que le dé ait plus tendance à s'arrêter avec la face 1 en bas, ce qui mettrait en fait en valeur le nombre 6. Il suffirait de truquer le dé comme ça. Alors, un événement n'est pas limité aux valeurs de l'univers, comme on va le voir. On peut aussi avoir des événements beaucoup plus complexes. Par exemple, on pourrait calculer la probabilité d'avoir un nombre pair sur le dé. Donc ça ne s'arrête pas seulement à une valeur de l'univers. Un nombre pair, ça serait par exemple, ce serait la probabilité d'avoir ou un 2, ou un 4, ou un 6. On pourrait avoir la probabilité d'avoir un nombre supérieur ou égal à 5. Et donc ça serait la probabilité d'avoir un 5 ou la probabilité d'avoir un 6. Enfin, on pourrait tout à fait imaginer d'avoir la probabilité d'avoir un nombre premier.
Et donc, en fait, la probabilité d'avoir un nombre premier serait la probabilité d'avoir un 2, d'avoir un 3 ou d'avoir un 5. Donc, on distingue les événements élémentaires, qui sont réduits à une unique issue de l'expérience, et les événements qui sont constitués de plusieurs issues d'une même expérience aléatoire. Donc, comment est-ce qu'on peut voir ces différentes probabilités? Eh bien, tout simplement, la probabilité d'avoir un nombre pair, il suffirait d'ajouter la probabilité d'avoir un 2 à la probabilité d'avoir un 4 à la probabilité d'avoir un 5. Et donc, ça ferait 1 sixième plus 1 sixième plus 1 sixième, ce qui donnerait 3 sixièmes ou 1 demi, donc 0,5, ou 50% des cas. Et ça, c'est plutôt logique, puisque quand vous tirez un dé, par exemple, eh bien, soit vous avez 50% de chance d'avoir un nombre pair, soit vous avez 50% de chance d'avoir un nombre impair, puisqu'il y a 3 nombres pairs et 3 nombres impairs. Donc on a la parité à ce niveau-là. On pourrait essayer de chercher la probabilité d'avoir un nombre qui est supérieur ou égal à 5, et pour cela, il suffirait d'ajouter la probabilité d'avoir un 5 et la probabilité d'avoir un 6, ce qui ferait 1 sixième plus 1 sixième, ce qui ferait 2 sixièmes ou 1 tiers, et donc on aurait 33% de chance d'avoir 33% de chance, un tiers de 33% de chance d'avoir un nombre qui est supérieur ou égal à 5. Et là encore une fois, c'est quelque chose qui est assez logique, puisque 5 et 6 représentent effectivement ces deux nombres qui représentent finalement le tiers des 6 nombres disponibles pour de l'univers. Et donc la probabilité d'avoir un nombre premier, c'est donc la probabilité d'avoir un 1, plus la probabilité d'avoir un 2, plus la probabilité d'avoir un 3, plus la probabilité d'avoir un 5, ce qui fait 4 sur 6, 2 tiers donc, et qui donne donc 66% des cas. Donc là, vous voyez que on s'est basé, pour des probabilités plus complexes, on s'est basé sur un calcul par rapport à des probabilités sur des valeurs qui sont issues de l'univers. Et on arrive comme ça à calculer finalement des probabilités beaucoup plus complexes. Donc, toujours dans ce rappel de quelques notions de probabilité, on va aussi discuter finalement de quelque chose qui se rapprocherait plus de la théorie des ensembles. Donc on va voir que quel que soit l'événement la probabilité de E est comprise entre 0 et 1. Et ça, en fait, c'est normal. Si on le met sous forme de pourcentage, comme on l'a vu avant, on dit en fait que la probabilité qu'un événement arrive est toujours compris entre 0%, qui veut dire en fait cet événement n'arrive jamais, et 100%, qui est l'événement, qui veut dire qu'à chaque fois que l'on joue, on arrive sur cet événement. Par exemple, je lance une pièce en l'air et je regarde sur quelle face elle tombe. Elle peut tomber sur pile ou elle peut tomber sur face. Si jamais j'ai une pièce truquée qui tombe uniquement sur pile, eh bien elle tombera sur pile 100% du temps. Mais elle ne peut pas tomber sur pile 130% du temps. On ne peut donc pas dépasser 100%, on ne peut donc pas dépasser 1. De même, si jamais j'ai une pièce truquée qui tombe toujours sur pile, quelle est la probabilité que j'obtienne face? Eh bien ça va être 0. Je ne peux jamais obtenir face, donc j'ai 0% de chance d'obtenir 0. Et je ne peux pas aller en dessous de 0. Comme on l'a vu, la somme des probabilités des événements élémentaires est toujours égale à 1. Ça, on l'a vu avec le dé. On a cumulé les 1 sixième, plus 1 sixième, plus 1 sixième 6 fois pour arriver à 1. Et il est possible d'exprimer également la négation d'une probabilité. Alors, comment est-ce que ça se fait? Alors, la probabilité que l'événement A ne se produise pas est la probabilité de non A, donc la négation de A, est égale à 1 moins la probabilité de A. Donc ça se comprend bien avec un schéma. Là, par exemple, on va simplement dire que dans mon grand cercle, j'ai une population, n'importe laquelle. La population française, la population mondiale, la population allemande, britannique, peu importe. On a une population de personnes. Dans cette population, j'ai la probabilité A, j'ai le nombre de personnes en fait qui parlent, par exemple, anglais. Donc j'ai la proportion des personnes qui parlent anglais. Et non A serait donc la probabilité que je prenne une personne au hasard dans cette population et que cette personne ne parle pas anglais. Et bien tout simplement, ce qu'on peut dire, c'est que comment est-ce que je peux voir, par exemple, la probabilité qu'une personne ne parle pas anglais? Et bien tout simplement, je peux considérer que je prenne toute la population, donc 1, vous pouvez toujours voir le 1 comme 100%, et je lui enlève la probabilité que je prenne la personne ne parle anglais.
Imaginons par exemple, si on veut le ramener à quelque chose de probable, si on veut mettre des chiffres derrière tout ça, et bien tout simplement, j'ai ma population qui vaut 100%. J'ai proportion des gens qui parlent anglais qui est de 30%. Allez. Et bien tout simplement, si je veux avoir la proportion des gens qui ne parlent pas anglais, et bien tout simplement, je prends les 100% de ma population, j'enlève les 30% des gens qui parlent anglais, et j'obtiens les 70% des gens qui ne parlent pas anglais. Donc c'est exactement ce que je fais ici, c'est que pour avoir la négation d'une probabilité, je prends l'ensemble complet et je lui enlève la probabilité. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans la théorie des ensembles, on a exactement ça aussi. On a un ensemble, et non cet ensemble, c'est le reste, c'est tout ce qui est autour. Alors on a beaucoup de choses d'autres qui sont empruntées à la théorie des ensembles, ou au moins qui se recoupent entre les deux. On considère par exemple deux événements A et B. On peut imaginer par exemple que A c'est l'ensemble des individus qui parlent anglais, et B c'est l'ensemble des individus qui parlent allemand. Donc A inter B, donc l'intersection de ces deux ensembles, ce sont naturellement les personnes qui parlent à la fois anglais et à la fois allemand. Ils contiennent en fait tous les individus qui appartiennent à la fois à l'ensemble A et à la fois à l'ensemble B. Et A union B, cette fois-ci, donc pas intersection mais union, c'est la réunion et elle contient tous les éléments de A ou de B, c'est-à-dire qu'elle contient tous les individus qui parlent ou anglais, ou allemand, ou les deux. Donc c'est un cumul. Ok, donc ça c'est la notion de réunion-intersection. C'est des notions qu'on retrouve en théorie des ensembles, on retrouve ça également lorsqu'on fait de la base de données. Dans le langage SQL, vous avez ces ordres également, intersect ou union. Donc c'est des choses que l'on retrouve dans différents domaines. Donc là c'est adapté aux probabilités. Alors pour illustrer un petit peu cette intersection et cette réunion, on imagine que A est l'ensemble des personnes de plus de 40 ans, et B est l'ensemble des personnes qui font du sport 3 fois par semaine. Donc non A, qui est la négation de A, c'est quoi ? C'est l'ensemble des personnes de moins de 40 ans. Si A, c'est l'ensemble des personnes de plus de 40 ans, non A, c'est les autres. C'est la négation. A inter B, donc ça c'est l'ensemble des personnes de plus de 40 ans qui font du sport 3 fois par semaine. Donc l'intersection, c'est qu'il faut que les personnes aient les deux caractéristiques, qu'elles soient dans les deux. A union B, cette fois-ci, c'est l'ensemble des personnes qui ont soit plus de 40 ans, soit qui font du sport 3 fois par semaine. Elles ont au moins une de ces caractéristiques, potentiellement les deux, mais elles en ont au moins une. Donc ça, c'est la différence entre intersection et réunion. Donc là, on voit clairement qu'il peut y avoir des informations des relations entre l'intersection et la réunion. Et la théorie des ensembles dit justement aussi que la probabilité de A union B, c'est égal à la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Alors comment est-ce qu'on arrive à cette formule ? Eh bien tout simplement, on peut imaginer, si je reprends par exemple, je reprends par exemple deux listes, j'ai la liste des gens de plus de 40 ans, et j'ai la liste des gens qui font du sport. Donc parmi la liste des gens de plus de 40 ans, j'ai Bob, j'ai Kim, j'ai John, j'ai Alison, et ainsi de suite. Et parmi les gens qui font du sport, j'ai Britney, j'ai Bob, j'ai Jim, et j'ai Kim. Voilà. Donc, la probabilité de A union B, ça veut dire que elles ont une caractéristique commune, ces personnes-là. Enfin, elles ont au moins une des deux caractéristiques, donc je veux la liste des personnes qui sont dans les deux listes. Donc, si je prends la probabilité de A, eh bien j'ai cette liste-là. Tac. Et si je prends la liste B, j'ai cette liste-là. Tac. Donc ça, j'ai fait
P de A plus P de B. Mais ce que je m'aperçois dans cette liste-là, c'est que je me retrouve avec des doublons. En effet, j'ai Bob et Kim qui font du sport et qui ont à la fois au-dessus de 40 ans. Et donc, je les ai mis en double là-dedans. Et donc, qu'est-ce que me dit cette relation? Eh bien, elle dit, on ajoute PA et PB, mais on n'oublie pas de supprimer les doublons, c'est-à-dire de supprimer une fois les membres qui sont dans les deux groupes. Donc, qui sont les membres qui sont dans les deux groupes? Eh bien, j'ai Bob ici, j'ai Bob là. J'ai Kim ici, j'ai Kim là. Donc, il faut que je supprime une seule fois Kim et Bob. Et donc, je me retrouve, j'ai enlevé mes doublons et j'ai effectivement la liste de toutes les personnes qui ont soit plus de 40 ans, soit qui font du sport. Et j'ai plus de doublons dans ma liste. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette écriture qui enlève encore une fois l'intersection. Sinon, vous voyez bien que j'aurais cumulé A avec B, et les membres dans l'intersection, eh bien, je les aurais cumulés 2 fois. Naturellement, un cas spécial, enfin un cas atypique de ce qu'on vient de dire, c'est tout simplement si A et B sont des événements incompatibles, c'est-à-dire que vous avez aucun individu qui se trouve à la fois dans l'ensemble A et dans l'ensemble B, donc c'est vraiment des ensembles disjoints, il n'y a aucune chance que les deux soient dedans. On pourrait imaginer par exemple des choses qui sont complètement contraires. On pourrait avoir les gens qui ont plus de 40 ans qui seraient A et les gens de moins de 25 ans qui seraient B. Donc comme on ne pourrait pas avoir une personne qui est à la fois plus de 40 ans et moins de 25 ans, eh bien en fait les deux ensembles seraient disjoints. Et là sur l'écriture que l'on avait avant, eh bien tout simplement, on avait avant P union B égale P de A plus P de B moins l'intersection, et bien tout simplement c'est que là l'intersection est vide, donc on n'enlève rien. Donc si on n'enlève rien, et bien tout simplement notre écriture se simplifie. C'est comme si je prenais un cas d'exemple, cette fois-ci on avait les plus de 40 ans et les moins de 25 ans. Donc là je ne pourrais plus avoir de doublons, et donc là je ne serais plus obligé finalement d'enlever des personnes en doublon. Je copierai simplement la première liste, je lui concaténerai la deuxième, et j'aurai déjà ma liste qui serait sans doublon, puisque à la base, les deux événements sont incompatibles. On va parler maintenant d'un autre sujet qui sont les probabilités conditionnelles, et on va reprendre notre exemple. Donc on avait l'ensemble A des personnes de plus de 40 ans et l'ensemble B, l'ensemble des personnes qui font du sport 3 fois par semaine. Donc P de A, la probabilité de A, est donc la probabilité qu'un individu ait plus de 40 ans parmi la population générale. Et maintenant, si je veux considérer que les personnes qui ont plus de 40 ans, et je veux parmi cette population des personnes de plus de 40 ans, j'en prends un au hasard, quelle est la probabilité que la personne que j'ai tirée au sort, donc complètement au hasard, fasse du sport 3 fois par semaine. Donc c'est-à-dire que j'ai fixé un critère, je ne me fixe plus sur la population générale, je me fixe maintenant sur la population des gens de plus de 40 ans. Donc ça, je l'ai fixé, je sais que je vais chercher uniquement dans A, donc uniquement dans mon ensemble rouge. Et parmi cet ensemble A, quelle est la proportion de l'intersection, donc de mon ensemble violet, sur la proportion de A? Alors là aussi, on va voir qu'il y a une règle de calcul pour calculer ça. Donc il s'agit d'un problème de probabilité conditionnelle qui se note P de A, P de B, sachant A. Donc c'est-à-dire que A est fixé, ma condition A est fixée, et je cherche la probabilité de B dedans. Donc dans notre exemple, quelle est la probabilité que la personne fasse du sport 3 fois par semaine, sachant que la personne a plus de 40 ans? Sachant déjà, ça c'est fixé. Je ne calcule plus la probabilité, je sais que je cherche dans la population qui a déjà plus de 40 ans. Donc ça c'est fixé, et maintenant je cherche juste la proportion des gens parmi les plus de 40 ans qui font du sport 3 fois par semaine. Eh bien, soit A et B, deux événements avec P de A supérieur à 0. Donc en fait, là aussi, on va d'abord s'assurer qu'il y a effectivement des individus dans l'ensemble A. Parce qu'on pourrait dire par exemple que je cherche que la probabilité de A, ça pourrait être par exemple la probabilité que je tombe sur une personne qui a plus de 250 ans. Donc là, on aurait un ensemble nul, et la probabilité de A serait de 0.
Et donc en fait ça on ne pourrait rien en faire, et c'est pour ça qu'on apporte la précision qu'il faut que la probabilité de A soit supérieure à 0. Donc on appelle la probabilité conditionnelle de B sachant A, la probabilité que l'événement B se réalise, sachant que l'événement A est réalisé. Et ça, comment ça se note? Eh bien ça se note tout simplement, P de B sachant A, on l'a vu, c'est la proportion entre l'intersection de A et B sur la probabilité de A. Donc en fait, si je reprends mon schéma, c'est la probabilité, donc c'est-à-dire le nombre d'individus finalement dans ma partie violette sur sur le rond rouge avec la partie violette incluse. Si on fait un petit exemple, on va essayer de calculer P de A sachant B pour notre exemple, sachant que, cette fois-ci on va mettre quelques chiffres dedans, on a 35 millions et quelques de personnes qui ont plus de 40 ans en France sur une population de 67 millions. On a 22 millions de personnes qui font du sport 3 fois par semaine, toujours sur une population de 67 millions. C'est toujours sur la population française. On a 8 millions de personnes qui ont plus de 40 ans et font du sport 3 fois par semaine. Quelle est donc la probabilité qu'en ne considérant que les personnes de plus de 40 ans, je tombe sur une personne qui fait du sport 3 fois par semaine? Eh bien, on va essayer de le calculer. Donc, si je veux la probabilité, on va calculer P de B sachant A en essayant de calculer chacun des termes. Donc P de A inter B, comment est-ce que je peux calculer ça? Je vais faire comme ça parce que sous le bloc-notes, c'est un petit peu compliqué de retrouver les sigles. P de A inter B, qu'est-ce que c'est? C'est la proportion en fait des gens de plus de 40 ans qui font du sport 3 fois par semaine. Donc, il y en a 8869 384 divisé par la population du pays qui est de 67 407 241. La probabilité de A, cette fois-ci, c'est le nombre de personnes qui ont plus de 40 ans, donc c'est 35 477 539, ramené encore une fois, divisé par la population française. Et donc maintenant, il me suffit de faire P de A inter B sur P de A, et en fait de calculer P de A, P de B, pardon, sachant A, et ça je vais le faire le calcul. Je vais peut-être utiliser Excel. On va peut-être utiliser Excel. Ce sera plus clair. Donc P de A inter B, et je vais directement mettre ça. Ça marche comme ça. Oui. D'accord. Ensuite, je vais mettre P de A. Et enfin, P de A, P de B sachant A. En fait, tout simplement, ça va être mon inter A sur mon inter B. Et ça va me donner une probabilité de 0,24, pratiquement 0,25. 0,25, ce qui veut dire en fait 25%. Donc si je prends une personne au hasard dans les personnes de plus de 40 ans, il y a 25% de chance pour que je tombe sur une personne qui fasse 3 fois du sport par semaine. Donc on a résolu notre problème. On va mettre en avant quelques propriétés pour les probabilités conditionnelles. Donc toujours on essaie de mettre en place des propriétés que l'on va pouvoir utiliser lorsque l'on va calculer plus tard des statistiques. Donc une probabilité conditionnelle comme une probabilité classique en fait ne peut pas aller en dessous de 0%, on l'a compris, c'est-à-dire qu'au pire des cas en fait cette proportion on l'a jamais, mais en aucun cas on arrive à une probabilité négative, et la probabilité qu'un événement arrive même en probabilité conditionnelle ne peut pas aller au-delà de 100%. Quand vous prenez la probabilité d'une personne que vous prenez au hasard d'avoir une certaine caractéristique, ne peut pas aller au-delà de 100%. On a toujours la probabilité négative qu'on avait déjà mis en lumière tout à l'heure, c'est-à-dire la probabilité de non B sachant A est égale à 1, donc la population totale, moins la probabilité de B sachant A. Donc encore une fois, la négation marche exactement comme les autres probabilités.
Donc la probabilité des personnes qui ne font pas de sport parmi la population de plus de 40 ans est égale à l'ensemble des individus, moins les gens de plus de 40 ans qui font du sport. Enfin, la probabilité de A inter B, eh bien, c'est la probabilité de A multipliée par la probabilité de B, sachant A qui vient de la formule donnée plus tôt. Vous voyez en fait qu'on a juste isolé PA inter B par rapport à l'écriture que l'on avait avant. Donc celle-là, elle découle directement. Après les probabilités conditionnelles, on va parler aussi de l'indépendance de deux événements. Alors on dit que deux événements sont indépendants si la réalisation du premier événement n'a pas d'incidence sur la probabilité du second. Donc c'est-à-dire que il y a un événement qui se produit, ou alors on change la population sur laquelle on essaye de trouver une probabilité, et en fait le changement de population n'a finalement pas d'incidence sur la... En fait on prend par exemple une population totale, et on prend un critère, ou on prend un échantillon de cette population, et si jamais la probabilité du critère que l'on cherche est le même sur la population de base que sur l'échantillon que l'on a tiré, en fait on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'incidence, le fait d'avoir fait un échantillon n'a pas d'incidence sur la probabilité du critère que nous sommes en train de rechercher. On va faire un exemple naturellement pour expliquer tout ça. On considère que la population mondiale soit composée de 50% de femmes et 50% d'hommes. Alors c'est pas tout à fait ça, mais c'est pour expliquer le principe. Considérons que c'est également le cas de la France. Donc dans le monde, on a 50% d'hommes, 50% de femmes. En France, on a 50% d'hommes, 50% de femmes. Donc un individu pris au hasard dans le monde aura une chance sur deux, 50%, d'être une femme. Donc ça, on écrit que la probabilité d'avoir une femme est de 0,5. Donc 50%, valeur 0,5. Un individu pris au hasard en France aura une chance sur deux, donc 50%, d'être une femme. Et là, on revient avec la probabilité conditionnelle. Donc la probabilité d'être une femme, sachant qu'on se base sur la population française, est de 0,5. Donc le fait de choisir un individu en France ne semble donc pas influencer la probabilité de sélectionner une femme. C'est-à-dire que vous voyez qu'on a la même probabilité dans le monde qu'on l'a en France. Et donc, on peut se dire que les deux événements sont indépendants parce que le fait d'être français ne semble pas avoir d'influence sur la répartition des sexes. Et ça, on peut le vérifier par calcul. C'est une notion très importante puisque ça permet, par exemple, si jamais vous avez un processus industriel que vous voulez améliorer, vous pouvez peut-être mettre en évidence les critères qui vont pouvoir jouer sur la performance de votre processus et ceux qui ne vont pas interférer du tout. Et donc, il y a peut-être toute une série de choses sur lesquelles vous n'avez peut-être pas forcément intérêt à améliorer puisque vous savez que ça n'interférera pas avec votre résultat final. Donc on va essayer de vérifier par le calcul l'intuition que l'on avait, que la France n'a finalement, le fait d'être français, n'a finalement aucun impact sur la répartition homme-femme par rapport à la population mondiale. Donc on a deux événements A et B sont indépendants si la probabilité de l'intersection A et de B est égale à la probabilité d'avoir A multipliée par la probabilité d'avoir B. Donc posons P de A, c'est la probabilité dans le monde d'être une femme. Posons B, c'est la probabilité dans le monde d'être français. Alors P de A inter B est la probabilité d'être une femme française. Donc si l'égalité ci-dessus est respectée, cela veut dire qu'il y a la même proportion de femmes en France que dans le monde, et que le fait d'être français n'est pas déterminant dans la répartition des sexes. Et donc en fait, ça veut dire tout simplement que en fait, on a changé de population, mais on a gardé la même propriété. Donc en fait, le fait de changer de population, le critère qui nous a fait changer de population, finalement, n'a pas d'influence sur la répartition par sexe des individus. Et donc si A et B sont indépendants, on peut dire alors que non A et B le sont aussi. Et ça, on peut le comprendre facilement, puisque non A, si A était la probabilité d'être une femme, eh bien non A serait la probabilité d'être un homme. Et donc vous voyez que si la probabilité d'être une femme est la même entre la population mondiale et la population française, il en est de même pour les hommes. On aurait pu tenir le même raisonnement. La probabilité de prendre un individu au hasard dans le monde, qu'il soit un homme, et si elle est identique à la probabilité de prendre un individu au hasard en France et d'avoir un homme, ça veut dire aussi que la France, le fait d'être français, n'a pas d'impact sur la répartition des sexes pour les hommes aussi, puisqu'elle n'en a pas eu pour les femmes, elle n'en a pas eu pour les hommes non plus. Donc la négation, finalement, est aussi indépendante.
Donc là aussi, l'indépendance de deux événements va nous permettre de mettre en place certaines propriétés et qui vont nous permettre justement de mettre en lumière des choses lorsque l'on va faire des études statistiques pour sortir des informations importantes. Donc si A et B sont indépendants, alors la probabilité de B sachant A est la probabilité de B, et la probabilité de A sachant B est la probabilité de A. Donc on va commencer par mettre ces propriétés en avant et on va expliquer d'où ça vient. Donc si on reprend ma formule, on sait que la probabilité de B sachant A, c'est P de A inter B sur P de A. Mais avec A et B indépendants, ça veut dire que l'intersection de A et de B est égale à P de A fois P de B. Donc si je remplace mon P de A inter B par P de A fois P de B, alors j'obtiens P de A inter B, qui est P de A fois P de B sur P de A. Je peux simplifier par P de A, et j'obtiens P de B, sachant A, est égal à P de B. Donc j'ai prouvé ma première égalité. Je peux faire pareil dans le deuxième cas. Je sais que P de A, B, P de probabilité de A sachant B, c'est P de A inter B sur P de B cette fois-ci, mais avec A et B indépendants. Donc je sais que P de A inter B égale probabilité de A fois probabilité de B. Je remplace ma probabilité de A inter B dans cette formule-là et j'obtiens P de probabilité de A fois probabilité de B sur probabilité de B. Je peux simplifier par probabilité de B et j'obtiens probabilité de A sachant B est égale à probabilité de A. J'ai donc prouvé ma deuxième écriture. Donc en fait, que l'on restreigne l'univers ou non, la probabilité reste inchangée. Et donc en fait, ça prouve l'indépendance de deux événements. Et encore une fois, ça c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Quand vous faites une enquête d'opinion, par exemple, vous pouvez voir, par exemple, que est-ce que les gens qui vivent en ville ou à la campagne ont une opinion différente de votre produit. Sinon, si les deux événements sont indépendants, ça veut dire en fait que la localisation géographique de votre client n'a aucun impact sur la satisfaction de votre produit. Et si vous voulez améliorer la satisfaction à votre produit, c'est peut-être un autre critère qu'il va falloir regarder. Donc là, une vidéo qui se termine sur l'introduction de plusieurs notions de probabilité. Essayez de revenir, on est revenu sur des cas très simples, lancer d'une pièce, lancer de dés, pour vraiment comprendre cette notion de probabilité et revenir sur quelques propriétés de base. On a vu cette notion d'univers, qui sont finalement toutes les possibilités qui sont offertes lorsqu'on crée un événement aléatoire. On lance un dé, on a un univers qui est composé des valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on a vu les probabilités qui sont associées à chacune des valeurs de cet univers. Si le dé n'est pas truqué et qu'il y a écrit probabilité, on a vu que chacun de ces événements a 1/6 de chance de se réaliser. On serait à 1 sur une demi-chance, 1 sur 2 chances lorsque l'on jette une pièce pour avoir pile ou face si la pièce n'est pas truquée. Enfin, on a vu un petit peu que la théorie des ensembles pouvait s'appliquer également aux notions de probabilité, avec des ensembles disjoints, avec des ensembles qui ont une intersection, et on a vu aussi la réunion et la négation. Donc là, c'est des choses que l'on retrouve énormément dans la théorie des ensembles, qu'on retrouve également en base de données. Et on a vu aussi les probabilités conditionnelles qui nous permettaient de fixer un critère et d'en évaluer un deuxième en sachant que le premier était fixé. Enfin, on a terminé avec l'indépendance de deux événements qui nous permet de savoir si finalement un événement a un impact sur la probabilité d'avoir un second événement. Et ça, c'est une notion très importante qui nous permettra justement de savoir, le jour où on essaiera d'améliorer un processus ou d'améliorer une acceptation client ou ce genre de choses, quels sont finalement les leviers qui vont nous permettre d'améliorer notre chiffre. Il se peut qu'on se retrouve face à des leviers qui finalement ne changent rien au résultat qu'on essaye d'apporter. Donc cette notion d'indépendance des événements, c'est quelque chose de très intéressant. Donc maintenant, on a posé un petit peu les bases en statistique et en probabilité. Les prochaines vidéos vont s'attaquer maintenant à analyser certaines lois probabilistes et qui vont nous permettre justement de sortir des informations utiles de nos données statistiques. À bientôt!